Bonjour très chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour votre émission Femmes aux multiples facettes. C'est votre émission, je vous souhaite déjà meilleurs vœux dans vos familles. Aujourd'hui, nous recevons Madame Bounsana Marie-Josée, qui est cadre du mouvement de libération du Congo et présidente du cartel de femmes, à qui je dis déjà bonjour Madame. Bonjour, bonjour à toi aussi et meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs, meilleurs vœux au personnel de CCTV qui nous reçoivent tous les samedis. Donc meilleurs vœux à ceux qui nous suivent également. Bonne année. Ok, merci pareillement. Madame Marie-Josée, parlons un peu du cartel. Cartel de femmes. Le cartel de femmes vient de fêter ses cinquième année d'anniversaire. Est-ce que le cartel de femmes a un projet d'avenir? Oui, bien sûr, nous ne pouvons qu'avoir un projet d'avenir parce que c'est une association qui a ses structures, qui a ses statuts, voilà. Et nous travaillons par rapport à nos statuts. Nous sommes là pour la formation et notre spécificité, c'est former les femmes qui sont au sein de nos partis politiques et nous avons beaucoup de projets pour cela, pour les formations. En cette année qui commence 2021, nous avons vraiment élaboré beaucoup de projets et nous allons voir comment Dieu pourra nous accompagner pour que cela puisse être concrétisé. Mais sinon, nous avons beaucoup de projets en ce qui concerne le renforcement des capacités des femmes, parce que les femmes, parler de la participation politique des femmes, les femmes doivent être outillées pour pouvoir être aptes au sein de leur parti politique d'abord, et ensuite, quand les partis vont les déléguer dans les institutions de la République, il faut que ces femmes soient compétentes. Et nous travaillons pour le renforcement des capacités de ces femmes qui sont dans les partis politiques, mais également aussi nous sensibilisons et mobilisons les femmes qui sont au sein de la société pour que ces femmes puissent adhérer en politique, comme il y a un slogan qui dit qu'une femme en politique, la politique la change, mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt de tous. Donc nous interpellons ces femmes qui sont vraiment, qui ont d'aptitude, qui sont des femmes intelligentes, compétentes, d'adhérer au cartel des femmes politiques leaders actives, et nous allons les aider dans le renforcement des capacités et qu'elles adhèrent aussi dans des partis politiques de leur choix. Nous n'imposons pas. Chacun peut faire son choix, adhérer à un parti politique pour qu'ensemble nous puissions conjuguer les efforts et relever les défis qui nous attendent d'ici 2030. Mais je signale que l'émission Femmes aux multiples facettes a besoin de toutes ces femmes-là pour venir débattre sur ce plateau. On ne voit que vous sur ce plateau, mais il y a plus de 70 femmes dans le cartel de femmes politiques leaders. Oui, nous y travaillons, nous sensibilisons, nous mobilisons les femmes. Il y a d'autres qui peuvent venir, mais leur agenda ne permet pas quand nous venons pour l'émission. Ce sont des femmes qui sont dans les cabinets politiques, donc ça ne leur permet pas de venir parce que leur agenda ne dépend pas d'elles. Et il y a d'autres qui sont encore un peu timides, nous y travaillons et je crois qu'en 2021, beaucoup de femmes viendront sur le plateau pour débattre de l'actualité et parler également de notre association. Madame Marie-Josée Bounsana, quel est le taux de participation de femmes aux échéances électorales d'après les cartels? Est-ce qu'il y a toujours faible ou c'est toujours faible ou soit il y a une amélioration dans tout ça? Oui, ben si nous regardons par rapport de là où nous venons, moi je dirais qu'il y avait quand même une amélioration parce que les femmes maintenant comprennent mieux qu'avant. Et les femmes s'étaient vraiment engagées, s'impliquaient. Mais malheureusement aussi, pour figurer sur une liste électorale, cela ne dépend pas de la volonté de la femme. C'est pour cela que nous interpellons les chefs des partis politiques de prendre en compte ces femmes qui sont au sein de leur parti politique et pour que pendant les échéances électorales, ces femmes-là soient alignées. Parce qu'il y a souvent la discrimination quand il s'agit des distributions
des postes, d'aligner les femmes sur les listes électorales. On privilégie plutôt les hommes que les femmes, mais nous disons qu'il y a quand même eu des améliorations aux élections de 2018. Donc il y avait quand même un taux un peu élevé des femmes qui avaient postulé. Malheureusement, ces femmes-là, la majorité, on ne les a pas nommées, je pourrais dire. Il y a des femmes qui ont été élues, mais qui n'étaient pas nommées par la CENI. Donc, nous avons déploré cela et nous encourageons les femmes à ne pas nous fatiguer, à nous préparer déjà maintenant pour les échéances à venir. Parlons un peu du cas de Madame Janine Mabunda. Si on peut dire c'est un comportement qui honore la femme ou ça déshonore la femme? Mais dommage, Madame Mabunda, c'est une femme leader que nous, au sein du cartel, nous l'avons soutenue parce que nous soutenons le positionnement des femmes dans nos institutions. Madame Mabunda était une fierté pour nous les femmes, mais dommage qu'il y avait d'autres pesanteurs, les pesanteurs politique. Donc Madame Mabunda est tombée parce qu'il y avait des pesanteurs politiques, mais nous déplorons, c'est dommage pour nous les femmes et cela nous a vraiment désavantagés, mais nous continuons le combat et croyons que nous allons essayer de voir comment améliorer, comment faire les choses dans l'intérêt non de nos structures, mais dans l'intérêt national. Parce que quand nous assumons des fonctions, des hautes fonctions, ce n'est pas pour nous, ni pour notre composante, mais c'est pour la République. Donc l'intérêt de la République doit primer que les intérêts individuels. Donc c'est tout ce que je peux demander aux femmes qui sont dans les postes de responsabilité. Donc, plus travailler pour l'intérêt national que l'intérêt de sa composante. Moi, je crois comme ça, nous allons relever les défis et nous allons ensemble, avec les hommes, reconstruire notre beau pays. S'il faut parler de l'Union sacrée, comment le cartel de femmes politiques leaders perçoivent l'Union sacrée? Est-ce que le cartel de femmes a une proposition, une subjection à leur soumettre parce qu'il y aura, d'ici peu, il y aura un nouveau gouvernement, le gouvernement de l'Union sacrée. Que pensez-vous de cela? Oui, nous saluons cette initiative du président de la République qui a compris qu'on ne peut pas construire un pays, qu'on ne peut pas prétendre à un développement en excluant les autres. Donc nous encourageons et nous saluons cette initiative aussi et nous interpellons seulement aussi le président de la République et la personne qui sera chargée, qui sera formateur ou qui aura la personne qui sera chargée à recruter les uns les unes aussi, que cette personne prenne en compte aussi la composante féminine. Les femmes sont là, les femmes sont au sein de leur parti politique. Moi je crois qu'on doit prendre cela en compte. Il ne faut pas qu'on ait un gouvernement où les femmes ne sont pas vraiment représentées. Les femmes sont là et la Constitution demande la représentation paritaire dans les institutions de la République. Et nous interpellons le président de la République qui nous avait encouragé lors de son discours. Il a parlé de la participation des femmes et nous y croyons parce que cela ne soit pas un slogan. Et comme nous aspirons à un état de droit, respecter aussi les droits des femmes, c'est aussi le droit, mais le contraire risque de fragiliser même la cohésion nationale. Il faut qu'on prenne ces femmes-là. Les femmes sont au sein des partis politiques et des femmes compétentes, des femmes dynamiques. Donc on doit prendre en compte la participation. Il faut vraiment que cette participation soit effective parce que les femmes intelligentes sont là. Parlons toujours de l'Union sacrée, parce qu'il y a les adhésions qui se font qu'enregistrer. Et cela pourra nous donner une solution dans cette crise politique actuelle.
Et nous trouvons que le FCC est majoritaire dans l'adhésion des enregistrements de l'Union sacrée. Pourquoi pas d'autres, si on peut dire que le FCC n'est pas vraiment prêt à se mettre à l'opposition ou... Non, mais moi je dis cela va aussi du comportement de nos politiques. Il y a d'autres qui sont apolitiques pour un gain. Ils ne sont pas apolitiques comme des personnes au service des autres. Ils sont plus en politique pour avoir une certaine stabilité financière. Mais cela est regrettable. Nous voulons que tous adhèrent à l'Union sacrée. Adhèrent à la vision de l'Union sacrée, c'est bien, c'est une bonne chose, on ne peut pas les exclure, mais cela ne veut pas dire que ces personnes qui viennent adhérer à l'Union sacrée auront des responsabilités. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes qui adhèrent maintenant à l'Union sacrée deviendront des ministres. Mais ils sont très nombreux. On ne voit pas le MLC. Deviendront les ministres, non. Non, là même le peuple va se soulever. Donc ces personnes, elles viennent parce que l'Union sacrée n'est pas, comment je peux dire, le Jourdain où on baptisait les gens, où on les purifiait. L'Union sacrée n'est pas un purificatoire. Donc les gens, ils viennent à l'Union sacrée, il y a d'autres... pour des raisons qui leur sont propres, mais moi je crois, parce qu'on dit l'erreur est humaine, persister dans l'erreur devient diabolique, et si ce sont des personnes qui se convertissent, parce qu'ils ont fait leur bilan, ils ont vu qu'ils ont nui à cette population, ils ont nui à ce peuple qu'ils ne cessaient de clamer qu'ils étaient pour le peuple, mais en action, ils n'étaient pas pour le peuple. S'ils croient venir à l'Union sacrée, là c'est les purifier, mais là peut-être ils se trompent. Et dans l'Union sacrée, je crois que le gouvernement qui sera mis en place tiendra en compte tous ces aspects, et il ne faut pas qu'on ait les mêmes personnes. Le Congo nous appartient tous. Le Congo, il y a quand même beaucoup des personnes qui sont capables, des hommes et des femmes compétentes, qui peuvent bien faire les choses mieux que les autres ont fait durant 18 ans. Donc je crois que ils sont là comme ils sont des Congolais. L'Union sacrée, c'est pour tout le monde. Mais quant au poste des responsabilités, je crois que le chef sera très regardant. Voilà. Merci. Parlons de l'appel de Bim Caribou, qui est conseiller diplomatique de Joseph Kabila, qui fait un appel en disant relever désormais du devoir citoyen. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Un devoir citoyen. Que pensez-vous de cet appel de Bim Caribou? C'est son droit. C'est son droit de s'exprimer, mais moi je ne crois pas que les gens lui suivent, parce qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner. Ils n'ont pas vraiment, ces gens-là du FCC, ils manquent l'occasion de se taire, moi je crois. Parce qu'eux n'ont pas de leçons à nous donner. Nous savons comment ils ont géré le pays, comment ils nous ont malmenés, comment ils nous ont tués, comment ils ont appauvri les Congolais pour leurs intérêts. Donc eux n'ont pas de leçons à nous donner, parce qu'ils étaient les premiers même à violer cette constitution. Aujourd'hui, si nous, au mouvement de libération du Congo, nous avions dans le temps créé une plateforme Front commun contre la révision constitutionnelle. Donc on avait Front commun excusez-moi, j'ai un peu oublié le terme, mais c'était pour la protection de notre Constitution. Pourquoi? Parce qu'on voyait de l'autre côté que la Constitution était très menacée, la Constitution n'était pas respectée. Sinon, si la Constitution était respectée, on devrait avoir les élections en 2016, au lieu de les avoir au prix des sangs des Congolais en 2018. Donc, eux n'ont pas de leçons à nous donner.
Donc, il ferait mieux de se taire, de s'amender. Et peut-être le peuple, comme le peuple congolais, c'est quelqu'un qui est croyant, qui pardonne. Et peut-être plus tard, le peuple va oublier et les pardonner. Mais maintenant, c'est tôt pour qu'ils parlent. Et surtout, s'ils veulent nous donner des leçons, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Parlons de la situation sécuritaire à l'est du pays. Il n'y a pas plus tard, cette semaine, il y a eu 5 morts à Béni dans une attaque sanglante. Et ça fait très mal que nos frères et sœurs sont tués fréquemment là-bas à l'est du pays. Madame Marie-Josée, que pensez-vous de cette attaque sanglante qui s'est passée à Béni? Vraiment, ça fait très mal, surtout que nous sommes les femmes, nous sommes des mamans. Ces atrocités nous font très mal. Et nous profitons pour présenter nos condoléances à nos frères et sœurs qui sont à Béni. Nous sommes avec eux, nous les soutenons. Nous croyons que le gouvernement qui sera mis en place va s'atteler à ce que l'Est du pays soit quand même sécurisé et que les Congolais soient calmes dans leur pays, dans leur village, dans leur province. Et nous déplorons ces tueries, nous déplorons ces massacres. Ce n'est pas dans la culture des Congolais. Nous, les Congolais, nous sommes un peuple pacifique, un peuple qui accueille les étrangers, un peuple qui aime la paix, qui aime la tranquillité, la quiétude. Donc, ce n'est pas dans notre culture. Et cela, nous déplorons et nous encourageons nos forces armées à continuer à fournir plus d'efforts pour nous sécuriser et également les autorités de la République aussi de faire un effort de sécuriser sa population. Sinon, c'est vraiment difficile, c'est vraiment déplorable. Nous présentons encore une fois nos condoléances à toutes ces familles. Mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs proches à cette attaque sanglante, et ça fait vraiment mal. Nos frères, nous sommes de cœur avec vous. Parlons le chef de l'État, dans son discours, a demandé aux Congolais de s'unir et de sauver la nation et que le travail commence. Kisaloumé Banda. Et après ce discours-là, il y aura du travail. Parce que le peuple congolais a besoin du travail, a besoin de manger, a besoin de beaucoup de choses. Mais pour le moment, le peuple congolais a besoin que son ventre soit rempli. Malgré ce discours-là, a fait énormément du bien au peuple congolais. Mais ça demande que le ventre soit aussi rempli. Que pensez-vous de ce discours? Est-ce que les discours étaient... c'est ce que le peuple congolais attendait ou... ce n'est pas ce que le peuple congolais l'attendait? Ben oui, c'est ça. C'est quand même un discours qui voudrait changer les choses. Parce qu'on ne peut pas dire que le peuple congolais a faim. Le peuple congolais doit d'abord travailler parce qu'on ne mange pas si on ne travaille pas. Nous devons quand même chacun prendre au sérieux ce que nous faisons. Prendre d'abord notre travail au sérieux et pouvoir sécuriser aussi, parce qu'on ne dit pas que tout le monde doit être ministre, tout le monde doit être PDG. Il y a des Congolais qui sont des commerçants. Il faut quand même que l'État arrive à sécuriser le petit commerce. On dit que le petit commerce appartient aux nationaux. Donc, ils doivent sécuriser ce secteur pour que les Congolais aient leur pain quotidien. Et le Congolais aussi, lui, chacun de nous a des efforts à fournir, chacun dans son domaine. Et il faut aussi que nous travaillions pour que les antivaleurs tels que les viols, les vols, les détournements des deniers publics aussi cessent. Et tout cela ne demande pas seulement les efforts d'une seule personne qui est le président de la République, ça demande les efforts que nous devons conjuguer ensemble, faire confiance à l'union sacrée qui est mise en place et que nous puissions travailler chacun dans son domaine et avoir aussi assainir le climat économique de notre pays pour que les uns et les autres puissent créer des emplois, parce qu'il y a des personnes qui peuvent créer des emplois, ce n'est pas seulement l'État, mais il faut que l'État sécurise aussi ce secteur de l'emploi.
et qu'il y ait aussi la justice distributive, parce que sans la justice distributive, il y aura des discriminations, il y aura d'autres personnes qui vont subir la mégestion, donc ça sera toujours très compliqué. C'est pour cela que nous interpellons chacun de nous dans son domaine de prendre un peu les propos du président national et du président de la République, de s'en approprier pour qu'ensemble nous puissions travailler pour relever les défis qui nous attendent, les défis du développement durable qui nous attendent d'ici 2030. Aujourd'hui, nous avons reçu Madame Marie-Josée Bounsana, je signale déjà, mais on est toujours là dans notre débat. Parlons un peu du Sénat. Aujourd'hui, Alexis Thambwe Mwamba, est-ce que l'Assemblée nationale devrait annoncer une motion pour lui, ou il doit rester, ou il doit partir de la présence du Sénat? Moi, je ne pourrais pas parler à la place de nos sénateurs parce que je ne suis pas sénateur. Je ne maîtrise pas ce qui se passe au sein du Sénat. Mais j'aurais appris qu'il y avait une motion en chantier pour démettre aussi le président du Sénat. Je ne sais pas. Seulement les sénateurs qui peuvent nous dire ce qui se passe là-bas. Mais moi, je crois qu'avec cette vague, parce que c'est une vague, comme disait le défunt président Mobutu, que devant l'ouragan de l'histoire, le fruit mûr ou pas mûr, le fruit tombe. Et maintenant, je crois que nous traversons une période tumultueuse et il y a des fruits qui sont mûrs ou pas mûrs qui vont tomber. Et moi, je ne sais pas la suite réservée au président du Sénat, s'il peut démissionner de lui-même, parce que moi, je ne peux pas émettre des avis parce que je ne suis pas sénatrice. Parlons encore de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée a beaucoup d'actualité. Oui. Est-ce que le Premier ministre Ilunga Kamba déposera sa démission pour que l'Union sacrée puisse remplir correctement sa mission? Moi, je crois aussi le Premier ministre, c'est un professeur d'université. Il va de sa probité pour qu'il puisse démissionner, parce qu'il ne faut pas qu'il attende qu'on le fasse sortir par la fenêtre. Il serait mieux que le Premier ministre démissionne de lui-même. Il va de sa probité. C'est un père de famille, c'est un professeur d'université, c'est quelqu'un sur qui nous pouvons compter, parce que c'est une personne ressource pour notre pays. C'est seulement pas la fonction de s'agripper sur la fonction, de se cramponner sur la fonction du Premier ministre. Donc il faut savoir quitter avant que les choses ne nous quittent, et cela va de notre honneur aussi. Donc moi je demande au Premier ministre de pouvoir déposer sa démission. L'erreur est humaine. Et quand on persiste, c'est à cela que ça devient diabolique. Mais c'est que moi, je pourrais demander au Premier ministre, parce que c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, surtout qu'il est formateur, qu'il est professeur d'université, donc il n'a pas droit à l'erreur, donc il doit démissionner pour qu'il ne soit pas traité comme les autres ont été traités. Donc, il faut vraiment que lui démissionne. Je l'encourage à démissionner. Il va de sa probité. Parlons des effets du couvre-feu. Parce que le peuple congolais réclame, hein? Nous réclamons toujours au Congo ici. Comment est-ce que la population congolaise appréhende ce couvre-feu? Eh bien oui, mais vous savez, la population congolaise un peu compliqué parce qu'il faut quand même qu'on l'explique le bien fondé du couvre-feu. Et il y a d'autres qu'on voit déambuler dans des heures tardives, des fois à ne rien faire aussi. Ils ne travaillent pas, mais il y a des gens qui aiment rester dehors pendant des heures tardives. Or,
ce couvre-feu nous permet aussi de rester dans nos maisons, surtout pendant cette période qui traverse pas seulement la République démocratique du Congo, mais le monde entier avec la Covid-19. Voilà. Et c'est là, si les autorités ont pris la décision qu'il n'y ait pas des personnes dans la rue après 21h, je crois que c'est pour notre bien, parce que eux, ils sont là aussi pour nous sécuriser et également aussi nous protéger quand il y a la calamité. Donc nous devons le respecter parce que c'est une décision que les autorités ont prise, donc nous ne pouvons pas passer outre, sinon la loi est dure, mais la loi reste la loi, nous devons respecter, c'est pour notre bien. C'est bien, il y a d'autres personnes qui sont mécontents, j'entends les autres disent, pourquoi ne pas mettre ça même à minuit, pourquoi, même si on mettait ça à minuit, ils vont seulement trouver des astuces pour dire pourquoi le couvre-feu, il faut qu'on enlève. Donc il y a certaines lois qui ne demandent pas les avis des uns et des autres. La loi reste la loi. Si c'est pour notre bien, c'est les responsables qui sont à la tête du pays qui voient ce qui est bien pour nous, la population congolaise, et ce qui ne l'est pas bien. Moi, je crois que c'est bien aussi de rester à la maison dans des heures tardives. Cela nous évite aussi des accidents nocturnes parce qu'il y a beaucoup d'accidents, surtout en période des fêtes, nos jeunes enfants, et il y a un débordement, et cela nous évite aussi des accidents, nous évite beaucoup de choses, les koulouna aussi. Donc moi je crois que nous devons, c'est pour un temps, on ne dit pas que cela va durer une année, c'est seulement pour un temps, et après quand les choses vont rentrer à la normale et tout va être refait, donc prenons patience, c'est pour notre bien. Madame Marie-Josée, est-ce que le Congolais prenne cette deuxième vague du Covid-19 au sérieux? Malgré le couvre-feu, est-ce qu'ils le prennent vraiment au sérieux? Comme dit en Kikongo, les Congolais aiment les kimonameso. Quand on leur dit que le voisin d'à côté, ou bien le frère d'un tel, ou bien quelqu'un qu'on connaît mais qui ne nous est pas proche, donc il y a des choses qu'on ne prend pas au sérieux. Or, vraiment, la Covid-19, la deuxième vague, est plus cruelle que la première, moi je vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même moi dans ma famille, il y a ma nièce qui était atteinte, mais gloire au Seigneur, qu'elle est guérie, et ma grande sœur également qui est médecin aussi. Donc c'est vraiment compliqué, donc nous devons prendre ça au sérieux et nous protéger, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Donc nous devons prendre ça au sérieux, respectant toujours les gestes barrières. Et si nous montons dans des bus, moi je crois aussi, j'interpelle notre police de tenir le bâton, parce que les Congolais aiment bien le bâton, aiment bien être fouettés de temps en temps, parce que les bus, tels que nous voyons comment les bus sont chargés, ils ne respectent pas les gestes barrières, ils ne respectent pas la distanciation. Cela vraiment, ça risque de contaminer beaucoup de gens, et cette vague est très cruelle. Donc nous demandons à chacun de nous de prendre ses responsabilités, de se protéger pour pouvoir protéger les autres aussi. Même si on est dans le bus, nous devons porter notre masque. Nous avons appris des personnes qui voyagent de l'Europe jusqu'ici, le masque est obligé dans l'avion. Voilà. On regarde 8 heures de vol avec le masque, obligatoirement tu dois porter ton masque. Voilà. Donc pourquoi pas des personnes qui sont dans nos bus pour 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pourquoi ces personnes ne peuvent pas supporter le port de masque? Donc nous devons porter nos masques pour nous protéger et protéger également des personnes qui sont en face de nous. Et ne pas manquer notre liquide alcoolisé, donc pour nettoyer nos mains et laver régulièrement nos mains, respectant la distanciation sociale. Cela permettra à ce que nous puissions gagner la deuxième vague, parce que la deuxième vague est très cruelle. Geste barrière, respectez vraiment ce geste barrière, peuple congolais, s'il vous plaît. Le corona est là, s'il vous plaît. Respectez vraiment la distanciation, ça serait vraiment mieux, on ne sera pas
tous contaminés quand même. Un mot de la fin pour cette émission. Oui, je dirais un mot de la fin pour l'année 2020, parce que c'est pas le mot de la fin, le mot pour 2020. 2020, vraiment, c'était une année où on a connu beaucoup de difficultés, mais nous croyons, nous souhaitons bonne année à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent et qui nous encouragent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous encouragent. Bonne année 2021 et bonne année à tous les peuples congolais. Bonne année à mon parti, le Mouvement de libération du Congo, à mon président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Bonne année, cher président. Bonne année à la secrétaire générale qui est mon chef direct, l'honorable F. Bazaïba Massoudi. Bonne année à nos secrétaires généraux adjoints, l'honorable Fidel Babala, l'honorable Lungwana, l'honorable Lenga. Et bonne année à tous les cadres du mouvement de libération du Congo, nos sympathisants, nos militants. Bonne année à vous. Nous croyons. Bonne année aussi au personnel du CCTV qui m'invite à chaque fois. Bonne année et bonne année à nos familles respectives aussi, aux membres de nos familles qui nous suivent en ce moment. Bonne année, prenons soin de nous parce que la deuxième vague Corona est très cruelle. Prenons soin de nous pour entrer à l'année 2021 en bonne santé avec beaucoup de vigueur pour que nous puissions relever les défis qui attendent de la République démocratique du Congo, le défi du développement durable, et nous devons être en bonne santé. Et nous croyons que l'année 2021 va nous apporter plus de joie, plus de paix, et plus de quiétude, plus de sécurité, surtout pour nos frères qui sont à Béni, qui ont subi beaucoup d'atrocités. Nous les encourageons et leur souhaitons bonne année, et bonne année à la coordination du Sud Kivu, de Lualaba, du Haut-Katanga, du Congo central, des femmes du cartel des femmes politiques leaders actives. Bonne année à vous et que l'année 2021 soit vraiment une année meilleure pour tous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. Nous avons reçu pour vous Madame Marie-Josée Bounsana, qui est cadre du MLC, secrétaire nationale chargée de l'éducation et présidente de cartel de femmes politiques leaders. C'est avec elle qu'on a débattu l'actualité politique et on a parlé du 5e anniversaire du cartel de femmes politiques leaders. Nous sommes arrivés à la fin et je souhaite meilleurs vœux à toute la famille de Canal Congo Télévision, à toute ma famille et à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent chaque samedi. Et nous allons nous revoir l'année prochaine, voilà, en 2020, le samedi 2 janvier